Bonjour et bienvenue dans Weari. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir le grand sud du Caillou, direction le parc provincial de la Rivière-Bleue. Créé en 1980, ce parc qui s'étend sur plus de 22 000 hectares est l'une de nos plus belles réserves en matière de faune et de flore. Ici, trois milieux cohabitent, la forêt dense humide, le maquis minier et le marais. Des milieux qui ont le plus haut taux d'endémisme du pays. C'est pourquoi j'ai décidé de consacrer plusieurs numéros à cet endroit surprenant. Au programme de ce premier épisode, je vous emmène dans la vallée de la Rivière Blanche, là où se trouve la plus grande collection de palmiers de Nouvelle-Calédonie et un magnifique houppe géant. Weari, c'est tout de suite sur NCTV. Pour commencer cette émission, je vous propose d'attaquer avec des sensations fortes. On va aller rejoindre Alan qui va nous faire grimper sur des kaoris. Oui, bonjour Alan. Bonjour Cédric. Tu vas bien? Bien toi? Ça va, ça va. Prêt à grimper sur nos kaoris au parc de la Rivière Bleue? Prêt, je me suis préparé un peu en venant. Parfait. Psychologiquement. C'est Pas grimper, mais c'est très bien. On va mettre tout l'équipement de sécurité, à savoir un baudrier, un mousqueton, une petite longe pour s'attacher autour des arbres si on a besoin de se décrocher de nos cordes. Je te montre tout ça? Allez. C'est parti. Allez. Voilà, le petit baudrier. Hop. On se met petit retour. Et avec ton mousqueton, tu prendras. D'accord, ok. Ok Cédric, c'est bon bon? Prêt à grimper? Ouais. Parti. Parfait. Donc là tu restes bien face à ton arbre en opposition et tu te redonnes du mou avec ton prussique. Ok. Voilà. Et là on va pouvoir s'installer tranquillement. Hop là. Alors Cédric, tes impressions là, la petite grimpette? Trop bien. Très bien. Trop bien la grimpette. Ouais. Et être dans les arbres, ça donne un autre décor, un autre environnement. Ouais, c'est un autre milieu. Il faut dire qu'en étant bien sécurisé, ouais. voilà, t'es plus en confiance d'apprécier les choses. Puis pas mal le coup du filet. Du filet. Hein. C'est pas mal. Trop bien. Ça permet une petite ascension en fait, et puis venir se poser là, discuter avec les copains, passer un petit peu de temps en l'air, et puis redescendre ou remonter en fait. Voilà. Et Alan, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette activité? Déjà, c'est une petite passion que de pouvoir travailler au plein air, un petit peu tous les jours. En fait, moi, à la base, je suis éducateur sportif polyvalent. Ça fait une bonne quinzaine d'années maintenant que je fais ce boulot-là. Un peu moniteur kayak, un peu initiateur d'escalade également. Et monter dans les arbres, ça fait partie un peu du milieu de la grimpe. Et du coup, je trouve que c'est une activité qui est super ludique, super intéressante, que ce soit en termes d'environnement ou même du coup, ça devient un loisir sportif. Et cette approche, un peu ce mélange, le côté activité de pleine nature, le côté vert, et après transmettre certaines valeurs au public qui vient fréquenter mes activités, tout se combine, tout, voilà, c'est un tout et c'est génial. Et ça serait quoi le message à faire passer à travers ton activité? Alors, le message à faire passer, j'ai envie d'expliquer à un enfant ce que c'est un arbre, comment ça vit, et pourquoi c'est là, le fait que ça mange du carbone et que ça nous rejette de l'oxygène. Le gamin, il ne grimpera plus dans l'arbre de la même manière. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'espère et c'est ce que j'espère un petit peu transmettre comme message à chaque fois que les enfants ou même les adultes viennent fréquenter mes activités. Bon, ok Cédric, on va penser à redescendre, mais avant de redescendre, ce que je te propose, c'est de finir une petite ascension sur ce kaori-là. Oui. Où en fait, j'ai conçu un petit modèle de prise en bois que j'appelle la prise pied-main. Tu verras que c'est super confortable, on peut très bien s'accrocher avec les mains. Et à la fois, on a une place pour le pied qui est vraiment géniale. C'est efficace, marche-pied. Ah ouais, hein? Allez, c'est bon. Voilà, parfait. C'est bon. Oui. Tu sais là à peu près quel âge tu là, Alan? Précisément, je sais pas, mais entre 40 et 50 ans. D'accord. Allez, maintenant, c'est parti pour la tyrolienne. Belle perf. Oh. Bah ok Alan, moi je te dis au revoir. Tu t'en prie Cédric. Je vais continuer Au plaisir. mon petit bout de chemin. Tout à fait. On dit dans parti. 3, 2, 1, on lâche tout. Allez.
Alors, et pour nous, c'est par là. Bonjour Joseph. Bonjour Cédric. C'est bon? Ça va? Très bien, merci. Olé. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Tu vas être mon guide aujourd'hui. Tu es le directeur du parc. Est-ce que tu peux me raconter un peu ton parcours, s'il te plaît? Oui, moi je suis né en Nouvelle-Calédonie, je suis originaire de Vaud, donc Grand Nord, je me retrouve dans l'extrême sud. Et donc j'ai fait des études de foresterie, donc j'ai suivi une école de formation des ingénieurs forestiers en France. Et ensuite, j'ai passé un master de conseil et de gestion de l'environnement. Et donc, quand je suis rentré au pays, j'ai débuté ma carrière donc, en province Nord. Et ensuite, j'ai postulé pour être adjoint à un chef de service des parcs et réserves terrestres de la province Sud. Et donc, ça a été mon premier poste, ça a été notamment de gérer le parc provincial de la Rivière-Bleue. Et donc, ça fait un peu plus de 10 ans que je suis le directeur du parc provincial de la Rivière-Bleue. D'accord. Alors, tu m'as donné rendez-vous ici. Je vois que derrière nous, on a une grande maison. Pourquoi? Donc, tu es ici à la station forestière de Wenarou, à l'entrée du parc provincial de la Rivière-Bleue. Et en fait, tu es là où commencent toutes les grandes aventures dans le parc. Et la maison qui est derrière moi, en fait, c'est la maison du parc. Où sont les locaux administratifs et où on a une exposition permanente. Tu vas m'accompagner puis on va aller la découvrir. Donc Cédric, je vais te présenter le parc sous un grand angle avec la maquette. Donc nous nous situons actuellement ici à la station de Wenarou, qui est située tout au sud du parc de la Rivière-Bleue. Donc le parc qui est constitué donc, de ces deux grands bassins versants, donc la vallée de la Rivière Blanche et l'immense vallée de la Rivière Bleue, avec un total de 22 400 hectares. Est-ce que tu peux me raconter un peu l'historique de ce parc, pourquoi il a été créé par exemple? Donc le parc de la Rivière Bleue, en fait, à l'origine, était une zone où il y avait de l'exploitation forestière et aussi minière qui était en cours. Et en 1960, les autorités du territoire à l'époque ont décidé de créer une zone protégée, une réserve, qui s'est appelée la réserve spéciale de faune de la Haute-Syaté. En 1972, les autorités ont décidé de préciser un peu plus le statut et d'interdire dans cette zone tout ce qui est activité d'exploitation forestière et d'exploration minière. Et c'est à la provincialisation que le parc territorial de la Rivière-Bleue est devenu parc provincial. Antérieurement, le parc faisait 9000 hectares et en 2009, il a été décidé de l'étendre et notamment d'inclure dans le périmètre du parc la réserve naturelle qui est située sur la Haute-Pourina, la réserve naturelle qui est située sur la Haute Rivière Blanche, amenant le parc cette fois-ci à une superficie donc, de 22 000 hectares. C'est devenu une réserve, mais il y a bien une raison. D'une part, tu as dans le parc provincial de la Rivière-Bleue les différents types de formations végétales que tu peux trouver dans le Grand Sud. Donc tu as des maquis, qu'on dit ligno-herbacées, qui sont relativement bas et relativement ouverts. Des maquis paraforestiers, donc qui sont plus proches déjà d'une zone forestière. Et ensuite, tu as différents types de formations de forêts. Donc les forêts de basse altitude sur colluvion. Ensuite, tu as des forêts qui sont un peu plus altitudinales, donc forêts denses humides toujours. Et tu as, notamment sur la partie nord-nord-est du parc, la Haute-Rivière-Bleue, où là tu as des formations forestières quasiment en profil, c'est-à-dire qui sont très liées en fait, à l'humidité qui est transportée par la nébulosité, par les nuages. Et donc c'est pour ces raisons-là qu'on a classé cette zone en aire protégée pour ces habitats et ce que recèlent les habitats. C'est-à-dire que tu as les cagoux. Donc ça c'était une des raisons principales en fait, qui a conduit les autorités à protéger. C'est aussi un des rares endroits
aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie où tu peux voir des populations de mélifage noir, donc qui est une espèce rare et menacée. Ensuite, une grande diversité de reptiles qui est hébergée justement dans les différents types d'habitats. J'ai hâte de voir ça. Eh bien, Cédric, écoute, je te propose de visiter l'exposition permanente de la Maison du Parc, ce qui te permettra d'avoir un rapide aperçu de ce qui est possible d'être fait et d'être vu dans le parc. Ok, je te suis. Donc, les différentes thématiques de l'exposition, avec notamment donc, la forêt dense humide, les oiseaux emblématiques que l'on retrouve dans le parc, les animaux qui utilisent notamment voilà, les rois du camouflage. Et je voulais te présenter un panneau, une thématique particulière, donc la géologie, qui conditionne en fait tout ce que l'on voit ici au parc, puisque toute la végétation et même la faune qu'on retrouve dans la végétation est liée au sol. Donc je vais te présenter ça. Donc tu as dans la thématique de la géologie, donc on aborde déjà les caractéristiques de nos sols. Le fait qu'on ait des sols dits ultramafiques. Donc ultramafique c'est pour ultra beaucoup, ma pour magnésium et fique pour fer. Donc c'est des sols qui sont extrêmement riches en magnésium et en fer. Et donc la couleur rouge d'ailleurs des sols que l'on a dans le Grand Sud, des sols miniers, est due au fer, donc à l'oxydation du fer. Donc pourquoi est-ce que la végétation que l'on a sur le parc, et notamment dans le Grand Sud, est aussi particulière et aussi spécifique à ces sols? Tout simplement, elle s'est adaptée au fait qu'il y ait énormément de magnésium et de fer. Par exemple, la première chose que certaines espèces ont développée, c'est de les absorber le moins possible. Ensuite, il y a une autre stratégie qu'elles ont développée, c'est le fait de capturer ces métaux lourds plutôt que de les absorber et qu'elles impactent la vie des cellules, c'est de les absorber et en plus de les neutraliser à l'intérieur. Ouais. Et après, tu as une autre stratégie qui existe notamment pour cette espèce-là, c'est de hyper accumuler, notamment le nickel. Donc certaines espèces ont développé une stratégie particulière pour s'adapter à la stérilité des sols, donc à la faible teneur en sels minéraux et en éléments nutritifs. Donc il y a certaines espèces qui vont s'associer avec des champignons. Ces champignons vont permettre de mieux capter les sels minéraux qu'il y a dans le sol et de les restituer à la plante. En contrepartie de quoi, la plante lui l'héberge, lui crée un petit habitat, un petit toit. Donc, parmi les espèces qui exploitent la stratégie de s'associer avec des champignons pour se développer, tu as le bois de fer du Grand Sud, donc le gymnostoma que tu as ici, qu'on va aller découvrir sur le point de vue où je vais t'amener maintenant. Donc on va rentrer dans le parc. Ok, je te suis. Donc Cédric, je vais t'emmener à un point de vue à partir duquel en fait, je vais pouvoir te présenter là où l'on se situe dans le parc et où est-ce que l'on va se diriger ensuite. Waouh, magnifique. Et donc là, devant toi, tu as les deux grandes vallées qui constituent donc le parc de la Rivière Bleue, le grand bassin versant de la Rivière Blanche. Et quand tu regardes en fait tout à fait au nord-ouest, tu as un plateau donc, qui est la ligne de crête du plateau de la montagne des Sources. Et donc plus au nord, tu as la commune de Dimbéa. Et tu as cette grande vallée de la Rivière Blanche qui alimente donc, ce bras de rivière ici. Au second plan, tu as donc, la ligne de crête qui est celle de la rivière du mois de mai, avec la grande vallée de la rivière du mois de mai, avec cette végétation qui est une forêt dense humide. Et donc tu as un des principaux bassins versants qui alimente le lac de Yaté, qui arrive ici à la confluence avec la rivière Bleue, où tu vois le début de la forêt noyée, avec les troncs qui sortent secs, et elle qui est alimentée par cet énorme bassin versant qui prend sa source donc, tout en haut, là-haut où tu as la montagne bleue d'une part.
En second plan ici, avec les araucarias que tu vois qui hérissent la ligne de crête, qui est là la Pourina. Et donc là, tu as devant toi en fait les 22 000 hectares pour l'essentiel qui constituent le parc des Rivières Bleues. Donc maintenant que je t'ai présenté une grande vue, un plan général du parc, je vais t'emmener donc ici et nous rendre au lieu-dit Banc Secours où tu as un palmétum et où je te présentais donc différentes espèces de palmiers originales. D'accord. Ok, et ben voilà, on y va. Olé. Là sur le sentier qui nous conduit au palmétum. Ce sentier, il fait partie d'un réseau de pistes que les explorateurs miniers à l'époque ont ouvert pour pouvoir faire des tests, faire des fossés pour des prélèvements de sol, pour analyse et ensuite identifier des ressources. Exploiter quoi, le chrome? Chrome, nickel aussi. Donc à l'époque, ils ont créé un ensemble de réseaux de pistes pour faire ces échantillonnages. Et donc si je me suis arrêté ici avec toi, c'est pour te présenter un petit bijou du Grand Sud. Donc tu as ici le Neocalytropsis panchéri. Neocalytropsis panchéri. Panchéri, ok. Donc qui est un conifère qui est endémique à la Nouvelle-Calédonie. Cette espèce-là a été exploitée autrefois, et ce qui a conduit quasiment à son extinction, parce qu'elle contient des huiles essentielles. Et celui-là, il a quel âge à peu près? Cédric, celui-ci, il a été planté lorsqu'on a aménagé le site en 2003. C'est une plantule qui a aujourd'hui plus de 10 ans. Les plus grands individus qui sont connus font 4 à 5 mètres de hauteur. Quand ils sont dans cette taille-là, c'est des individus qui sont très très âgés. Et bien on va poursuivre notre chemin vers le palmétum. Tiens, c'en était aussi celui-là, Neocalytropsis. Oui, et qui a été planté à la même époque que le précédent. Oui. D'accord, il a l'air plutôt touffu celui-là, avec plus de branches. Plus développé. Oui. Tiens, on commence à les reconnaître. Hein. Oui. Ah, c'est très bien. Ça rentre. Tu as ici un dracophyllum, donc qui a plusieurs formes. Donc ici, tu as la toute petite forme, donc toute petite feuille, etc. Et tu trouves à proximité exactement la même espèce, mais qui a une morphologie. Voilà, tout à fait. Ils font partie de quelle famille? C'est la famille des Stypheliaceae. Stypheliaceae. Ici, tu en as un autre spécimen plus grand. Et c'est une forme arbustive qui a très peu évolué. C'est-à-dire qu'à l'époque des dinosaures, par exemple, tu avais déjà des plantes et probablement ces espèces qui étaient présentes. D'accord. Wow. Donc, le palmétum a été créé par l'équipe du parc en 2003 avec comme objectif de pouvoir regrouper le maximum d'espèces de palmiers qui vivent sur des sols ultramafiques et de pouvoir les présenter au public. Et donc actuellement on en a 13 espèces différentes qu'on héberge ici dans l'arboretum, le palmétum. L'un des premiers pensionnaires et l'un des plus remarquables est là sur notre gauche tout de suite. Avec ces grandes feuilles là? Voilà, les grandes palmes qui sont en forme de cœur. Donc là tu as Saribus janenei, qui est un des palmiers les plus rares au monde. Quand tu le dis très rare, ça veut dire quoi exactement? Et en fait, cette espèce-là est présente et endémique à la Calédonie et ne se trouve que dans une seule localité, dans le Grand Sud de la Grande Terre. Et là, un gros travail est engagé depuis plus de 10 ans pour récolter les semences du seul individu qui est fructifère, les multiplier et ensuite les préserver en les installant notamment dans des secteurs comme ici au parc où on a une surveillance, où il y a de la protection et de pouvoir les suivre. Tous les ans, pour mesurer la vitalité et la bonne santé de ces palmiers que l'on a en préservation, ce que l'on fait, c'est qu'on sectionne tous les ans les palmes sèches
et on revient à peu près à la même époque l'année suivante, ce qui nous permet de mesurer. Par exemple là, l'année dernière, j'ai sectionné 2 palmes sèches et je vois qu'en l'espace de 12 mois, donc celle-ci a séché et on voit qu'en 12 mois, donc une palme sèche qui sera remplacée par une palme vitale. Et c'est à peu près le rythme de croissance que l'on aura sur cette espèce-ci, de l'ordre de 1 à 2 palmes par an. Wow. Donc je t'invite à poursuivre notre petit chemin et on va aller voir une autre espèce très différente. Donc tu vois Cédric, dans le palmétum, tu as des individus qui étaient naturellement présents. Et donc là des espèces qui atteignent la canopée. Ils sont beaux ceux-là. Et donc là, c'est une concentration de palmiers qui porte le nom de Clinosperma braccaeli. Tiens, regarde, on a une autre espèce qui est très commune. Donc on a devant nous Chambéronia macrocarpa, qui a, comme tu vois, un très très beau stipe. Et il a une particularité, c'est lorsque la plus jeune palme sort du stipe, elle est d'une couleur rouge. Et donc on a d'autres espèces comme celle-là qui ont des frondes, des jeunes frondes qui sont rouges. Et d'ailleurs il y en a une un peu plus loin là-bas. Donc Actinoquincia divaricata, qui a, comme tu le vois, une palme rouge sombre. Donc la première et la plus jeune palme émise en sous-bois, elle a toujours cette jolie couleur rouge, wow, qui est une particularité de certaines de ces espèces qui poussent en sous-bois. Donc Cédric, maintenant qu'on a vu le palmétum, la prochaine étape sera l'Araucaria dans le houppe. Un sapin dans un houppe. Voilà, c'est exactement ça, un sapin dans un houppe. J'adore ça. Allons-y. Pour accéder à l'Araucaria dans le houppe, donc on traverse une forêt dense humide. Et donc on arrive face à l'Araucaria dans le houppe. Ah oui. Waouh. Mais il est immense. Donc c'est un énorme houppe qui a probablement été foudroyé il y a des dizaines d'années de cela. Et à l'occasion de cette blessure-là, il y a une graine d'Araucaria qui s'est déposée dans une fourche et qui s'est développée. Donc tu as un pin colonnaire qui se développe dans la cime du houppe et fait entre 25 et 30 mètres. Tu as une autre espèce qui s'est installée sur ce brave houppe, donc, qui accueille aussi un boîte à bout. Et donc lui, il a laissé descendre ses racines jusqu'au sol, alors que l'Araucaria, lui, il est vraiment implanté dans le tronc, dans le fût de l'arbre. Et donc lui, ses racines sont probablement dans le tronc qui est creux du houppe. Wow. Donc je suppose que celui-ci, comme celui qui est en contrebas qu'on verra en allant au point de vue, ce sont tout simplement des arbres qui ont été laissés par les forestiers parce qu'impossible à exploiter. Donc voilà le houppe géant, donc 30 mètres de hauteur, et la circonférence à la base fait 9 mètres. Oui, quand même. D'accord. Très très beau. Donc là, Cédric, on est dans la vallée, dans le bassin versant de la rivière Blanche, avec tout au fond, à l'ouest, la montagne des Sources. Ici, sur le secteur qui est sur ta gauche, c'est la vallée des Électriques. Et ensuite, sur ta droite, tu as la vallée de la rivière du Mois de Mai. Et donc derrière nous, c'est la forêt des Électriques.
d'où on vient. Donc tu as sur ta gauche le houppe géant et ensuite sur ta droite l'Araucaria dans le houppe. Ben, merci beaucoup Joseph pour m'avoir guidé pour ce premier rendez-vous. Mais c'était avec plaisir, beaucoup. Cédric. Olé. Ben voilà, Wehari, c'est fini pour aujourd'hui, mais rassurez-vous, je vous donne déjà rendez-vous ici au parc provincial de la Rivière Bleue pour une promenade en canoë. Allez, tata! Donc, tu es le directeur de ce parc. Est-ce que tu peux me dire comment tu en es arrivé là? Alors, faudrait que je dise mon texte quand même.